5 jours après avoir accouché, j'ai porté mon nouveau-né jusqu'au porche devant la maison. En m'attendant seulement à une douche chaude et à mon propre lit. Au lieu de cela, des inconnus déchargeaient des cartons de déménagement dans mon salon. L'un d'eux m'a regardé avec une sympathie sincère et a dit doucement, « Madame. Nous avons finalisé l'achat de cette maison il y a 3 jours. » Pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'il s'était trompé d'adresse. J'ai baissé les yeux vers la petite couverture rose enveloppant ma fille Lily. Puis j'ai regardé à nouveau la maison coloniale blanche à Fisher, dans l'Indiana. Les pots de fleurs que j'avais plantés chaque printemps étaient encore posés à côté des marches du porche. Les carillons éoliens que ma mère m'avait offerts il y a 20 ans pendaient encore au porche avant. Tout ressemblait à la maison. Sauf que ce n'était plus la nôtre. Je pense que vous faites une erreur, ai-je dit en ajustant Lily contre mon épaule. Mon mari vit ici. La femme plus âgée qui se tenait près du camion de déménagement a baissé les yeux. Nous l'avons acheté à Ethan Whitmore. Mes genoux ont failli se dérober. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte. La clé ne rentrait pas. Un nouveau verrou, que je n'avais jamais vu auparavant. Un homme d'une 60aine d'années, probablement l'acheteur, s'est approché avec un dossier à la main. « Je suis vraiment désolé, » a-t-il dit. La société de titres nous a assuré que tout était finalisé. Il m'a tendu une copie du relevé de clôture. Il y avait notre adresse, la signature d'Ethan et ce qui ressemblait étrangement à la mienne. Sauf que je n'avais jamais signé. Jamais. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber les papiers. Lily a remué dans sa couverture et a émis un petit bruit endormi qui m'a ramené à la réalité. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas pendant que je la tenais dans mes bras. Pas encore. J'ai appelé Ethan, je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Encore une fois, déconnecté. J'ai envoyé un texto, rien. J'ai ouvert notre application bancaire. Le mot de passe avait été changé. J'ai essayé notre carte de crédit commune, refusée. J'ai vérifié le compte où nous avions économisé pendant 12 ans pour la retraite. Vide. Debout sur ce porche, encore endolori par une césarienne d'urgence. J'ai compris quelque chose qui m'a pris des semaines à intégrer pleinement. Rien de tout cela ne s'était produit pendant que j'étais à l'hôpital. Cela s'était seulement terminé pendant que j'y étais. La planification avait commencé des mois plus tôt. En y repensant, c'est cette partie qui fait encore plus mal que tout le reste. Pendant ma grossesse, Ethan avait été merveilleux. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Il n'avait jamais manqué un rendez-vous. Il me tenait la main pendant chaque échographie. Il massait mes pieds gonflés avec de la lotion tous les soirs pendant que nous regardions des rediffusions de Blue Blood. Quand mon dos me faisait mal à 3 heures du matin. Il se levait sans se plaindre et me préparait une tisane à la camomille. Il avait construit le berceau de Lily lui-même. Peint la chambre d'enfant dans un vert sauge doux parce que je n'arrivais pas à choisir entre cela et le jaune pâle. Nos amis l'appelaient « le mari de l'année ». Parfois je riais et j'étais d'accord. Maintenant je me demande combien de ces soirées se terminaient par lui envoyant un email à un agent immobilier après que je me sois endormi. Combien de fois m'avait-il embrassé le front avant de transférer discrètement une autre partie de nos économies quelque part où je ne pouvais pas voir? Combien de signatures avait-il répétées avant de falsifier la mienne? Ces réponses viendraient plus tard. Cet après-midi-là, tout ce que je savais, c'était que je n'avais nulle part où aller. Les acheteurs ont été plus gentils qu'ils n'avaient besoin de l'être. La femme est entrée à l'intérieur et est revenue avec mon vieux sac à langer. J'ai trouvé ça dans le garage, a-t-elle dit doucement. À l'intérieur se trouvaient des couches, des lingettes, 2 biberons et un petit lapin en peluche. Rien d'autre. Tout ce que je possédais avait disparu, les photos de famille, le kilt de ma grand-mère. Mon album de mariage, même le fauteuil à bascule que mon père avait construit avant de mourir. Je les ai remerciés parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Puis je me suis assise dans ma voiture avec Lily endormie dans son siège auto et j'ai pleuré si fort.
que ma cicatrice a commencé à me faire mal. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie. Claire. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su. Maman? Que s'est-il passé? Je n'ai plus de maison. Silence? Puis cette calme assurance que seules les mères semblent pouvoir trouver. Viens à la maison. Je ne sais même pas si je peux me permettre le trajet. On s'en occupera. Non. C'est moi qui le ferai. Il y a eu une autre pause. Je sais que tu le feras. A-t-elle dit. J'ai conduit jusqu'à une bijouterie à Carmel. Le propriétaire était un monsieur âgé aux cheveux argentés et aux lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour du cou. Il a examiné mon alliance pendant moins d'une minute. Je peux vous offrir $1100. J'ai hoché la tête immédiatement. Il a eu l'air surpris. Vous ne voulez pas y réfléchir? Si j'y réfléchis, ai-je dit? Je ne le ferai pas. Il a compris. Les gens de son âge comprennent généralement. Il a compté les billets avec soin. Avant que je parte, il a fait glisser un petit paquet de chiffons à polir sur le comptoir. Sans frais. C'était une si petite gentillesse. J'ai failli pleurer à nouveau. Conduire avec un nouveau-né après une opération majeure n'était pas prudent. Mon médecin m'avait mis en garde. Bloomington était à presque 1 heure de route. Je n'étais pas sûr de pouvoir y arriver en toute sécurité. Alors j'ai décidé de prendre le Greyhound à la place. Le lendemain matin, j'ai garé ma voiture au parking longue durée près de la gare routière d'Indianapolis. Lily a dormi pendant la majeure partie du trajet. Les bébés ont une façon de dormir pendant les catastrophes que les adultes n'oublient jamais. À l'intérieur de la gare, les gens se pressaient les uns les autres, portant des sacs à dos, des gobelets de café et des sacs de course. Personne n'a remarqué la femme qui marchait lentement parce que chaque pas tirait sur des points de suture frais, sauf une personne. Un homme âgé se tenait près du guichet, fouillant dans chaque poche de sa vieille veste en toile. Je l'avais juste ici, répétait-il. L'employé avait l'air épuisé. Je suis désolé. Monsieur. Sans paiement? Je ne peux pas délivrer le billet. Je comprends. Sa voix était calme, simplement vaincue. Les gens derrière lui soupiraient avec impatience. Quelqu'un a marmonné, allez. Le vieil homme s'est écarté. Il avait l'air embarrassé, plus qu'en colère. J'ai vérifié mon portefeuille. $23. C'était tout ce qu'il me restait après avoir acheté mon billet. Assez pour des couches une fois arrivé chez ma mère, ou assez pour acheter le sien. J'ai fixé l'argent pendant ce qui m'a semblé une éternité. Une voix dans ma tête a pratiquement crié, « Claire, arrête. Ton bébé passe en premier. » Une autre voix a répondu tout aussi doucement, « Et si c'était papa ?» Mon père était parti depuis 8 ans. S'il s'était un jour retrouvé bloqué quelque part, j'espérais que quelqu'un l'aurait aidé. Je suis allé au guichet. Je paie pour son billet. L'employé a eu l'air soulagé. Le vieil homme s'est tourné vers moi. Non, a-t-il dit gentiment. Vous avez un bébé. Je sais. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous ne me l'avez pas demandé. Il a souri. Pas un grand sourire, juste assez pour adoucir les profondes rides autour de ses yeux. Pendant que l'employé imprimait le billet, il a baissé les yeux vers Lily. Elle est magnifique. Merci. Comment s'appelle-t-elle? Lily. Et vous? Claire.
Il a tendu la main. Sa poignée était chaleureuse malgré l'air frais dans la gare. Je n'oublierai pas votre gentillesse. J'ai souri poliment. Les gens disent ce genre de choses tout le temps. La plupart d'entre nous ne se recroisent jamais. L'annonce d'embarquement a résonné dans le terminal. J'ai pris Lily, ajusté le sac à langer et commencé à marcher vers le bus. À mi-chemin, j'ai regardé en arrière. Le vieil homme était toujours là où je l'avais laissé. Il a levé une main pour un petit signe discret sous les lumières de la gare. J'ai fait signe en retour. Puis je suis monté dans le bus, pensant que je venais simplement de dire au revoir à un inconnu. Je n'avais aucune idée que ce simple moment deviendrait le tournant de toute ma vie. Le temps que le Greyhound arrive à Bloomington. Tout mon corps donnait l'impression d'avoir subi une autre opération. Lily a dormi presque tout le trajet, ne se réveillant qu'une fois pour manger. Je l'enviais. Les bébés ne savent pas quand leur monde s'est effondré. Ils savent seulement s'ils sont au chaud, nourris et tenus dans les bras. J'aurais aimé que la vie reste aussi simple. Ma mère, Linda, m'attendait devant la gare dans son Subaru Forester âgé de 12 ans. Elle m'a repéré avant que je la voie. Dès qu'elle a remarqué le sac allongé sur mon épaule et l'épuisement écrit sur mon visage, elle s'est précipitée vers moi. Elle n'a posé aucune question. Elle a passé un bras autour de moi aussi délicatement que possible sans heurter ma cicatrice. Oh, ma chérie. C'est tout. Pas de leçon. Pas de « je t'avais prévenu ». Juste ces deux mots. Parfois, c'est suffisant pour garder une personne debout. La petite maison de ranch de maman n'avait pas beaucoup changé depuis le décès de papa. Le même tourniquet avant tournait paresseusement dans le jardin. Le même fauteuil inclinable bleu délavé était près de la fenêtre du salon où papa lisait le journal. Du dimanche. Sauf que maintenant il était couvert de couvertures pour bébé plié. Elle avait préparé la première visite de Lily pendant des semaines. Ni l'une ni l'autre n'avions imaginé que cela deviendrait notre nouveau foyer. La première semaine s'est fondue dans un brouillard. Nourrir Lily. Changer les couches. Prendre des antidouleurs. Essayer de ne pas pleurer là où maman pouvait me voir. Dormir 45 minutes. Répéter. Un après-midi, j'ai surpris maman assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune. Elle additionnait des chiffres avec une vieille calculatrice. Quand elle m'a remarqué, elle a discrètement retourné la feuille. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh. Rien. » J'ai souri faiblement. « Tu n'as jamais été bonne pour faire semblant. » Elle a soupiré. Je calculais combien de temps mon chèque de sécurité sociale pourrait couvrir les courses pour 3 personnes. Cela m'a brisé plus que la perte de la maison. Ma mère avait travaillé 38 ans comme secrétaire dans une école primaire. Elle méritait une retraite paisible. Au lieu de cela, à 69 ans. Elle se demandait comment étirer la soupe en boîte et les légumes surgelés parce que sa fille n'avait nulle part où aller. Je vais retourner travailler. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu arrives à peine à monter les marches du Porsche. Je trouverai une solution. Tu viens d'avoir une opération majeure. Je sais que tu as un nouveau-né. Je sais. Elle a tendu la main par-dessus la table et serré la mienne. Pour une fois dans ta vie. Claire? Laisse quelqu'un d'autre te porter un petit moment. Je le voulais. Je ne savais simplement pas comment. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Suzanne Keller. Une amie de l'église de maman l'avait recommandée. Le bureau de Suzanne donnait sur Monument Circle dans le centre d'Indianapolis. Elle ressemblait exactement à ce à quoi on s'attend d'une avocate avec 40 ans d'expérience. Bob gris, chaussures confortables, regard vif. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais tout. Puis elle a ouvert un bloc-notes jaune. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles.
J'ai ri. Je suppose que les bonnes nouvelles viennent en premier. Oui. Elle a souri. Je pense que votre mari a commis plusieurs crimes graves. J'ai cligné des yeux. Et la mauvaise nouvelle? Prouver cela ne sera pas rapide. Elle a expliqué que la personne qui avait géré la clôture s'était basée sur des documents semblants porter mon autorisation. Certaines signatures semblaient suspectes. D'autres avaient probablement été copiées électroniquement. La vente elle-même pourrait être difficile à annuler, a-t-elle dit prudemment. Les nouveaux propriétaires semblent avoir acheté de bonne foi. Donc eux aussi sont des victimes. J'en ai peur. J'ai frotté mon front. Alors Ethan s'en sort? Non. Elle s'est penchée en avant. Mais nous devons prouver l'intention, la fraude et où est allé l'argent. Puis elle a posé une question qui est restée avec moi. Claire, pendant votre grossesse, votre mari vous a-t-il déjà demandé de signer des piles de documents? J'y ai réfléchi. Formulaire d'assurance, dossier d'admission à l'hôpital, document de congé. Mise à jour d'assurance hypothécaire, bénéficiaire d'assurance vie. Il y en avait eu des dizaines, peut-être des centaines. J'avais signé tout ce qu'il mettait devant moi. Suzanne a hoché lentement la tête. J'espérais que vous ne diriez pas ça. La semaine suivante est devenue une routine étrange. Chaque matin je nourrissais Lily. Maman la berçait pendant que je rassemblais les documents, déclaration de revenus, relevés de retraite, anciens documents hypothécaires, dossiers hospitaliers. Tout ce que Suzanne demandait. Plus nous creusions, plus cela paraissait grave. L'argent n'avait pas disparu du jour au lendemain. Il s'était écoulé pendant des mois. 5 000 ici, 8 000 là. Toujours expliqué par Ethan comme des ajustements de marché, des investissements temporaires. Des transferts pour un meilleur taux d'intérêt. J'avais cru chaque mot, non pas parce que j'étais naïve, mais parce qu'il était mon mari. Un jeudi après-midi pluvieux. Suzanne a appelé. J'ai trouvé quelque chose. Mon cœur s'est emballé. Quoi? La maison n'a pas été mise en vente après que vous êtes entré en travail. Ah non? Elle est arrivée sur le marché presque 3 mois plus tôt. J'ai arrêté de respirer. 3 mois. C'était quand Ethan avait insisté pour que j'arrête de vérifier nos finances parce que le stress n'était pas bon pour le bébé. C'était quand il avait commencé à m'apporter le petit déjeuner au lit. C'était quand il avait commencé à dire à tout le monde, ma femme mérite de se détendre. Je suis resté assise à regarder par la fenêtre de la cuisine pendant que la pluie coulait sur la vitre. Rien de tout cela n'avait été spontané. Il n'avait pas craqué. Il n'avait pas paniqué. Il avait planifié chaque étape tout en faisant semblant de m'aimer. Cette prise de conscience faisait bien plus mal que l'aventure. 2 semaines après avoir acheté le billet de bus du vieil homme, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée de maman. Elle a regardé par la fenêtre. Claire? Il y a un monsieur âgé qui te demande. J'ai ouvert la porte. C'était lui. Même veste en toile, même valise usée, même sourire gentil. Pendant une seconde, je n'arrivais pas à le situer. Puis j'ai remarqué ses yeux. La gare routière. Il a hoché la tête. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Il a tendu une enveloppe. Je suis venu rembourser ce que vous avez dépensé. J'ai ri doucement. Vous avez conduit jusqu'ici pour 23 $? Non, a-t-il souri. Je suis venu parce que ma femme aurait été très déçue si je ne vous avais pas remercié. Correctement. Sa voix s'est légèrement brisée quand il a parlé d'elle. Je me suis écarté.
Voulez-vous un café? J'aimerais bien. Maman avait déjà préparé une cafetière fraîche. Quelques minutes plus tard, nous étions tous les trois assis autour de sa vieille table de cuisine en chêne. Harold admirait Lily endormie dans son berceau portable. Elle est magnifique. Merci. Il a plongé la main dans sa poche et sorti une petite photo. Une femme souriante aux cheveux argentés se tenait à côté de lui sur la rive d'un lac. Ma Margaret. Vous avez été mariée longtemps. 52 ans. Je suis désolé. Moi aussi. Pendant un moment, nous avons simplement parlé. Rien d'extraordinaire. Jardinage, hiver de l'Indiana, cafétéria d'hôpital, les Cubs, la vie. Il n'a jamais parlé d'argent. Moi non plus. Puis des phares ont balayé la fenêtre de la cuisine. Un gros Lincoln Navigator noir s'est engagé dans l'allée. Un autre s'est arrêté derrière. Maman a froncé les sourcils. Tu attendais de la visite? Harold a posé calmement sa tasse de café. Je suppose qu'ils m'ont enfin trouvé. Avant que je puisse demander ce qu'ils voulaient dire. Deux hommes en tenue professionnelle sont montés sur le porche. L'un d'eux s'est précipité vers la porte dès que je l'ai ouverte. Le soulagement a inondé son visage. Vous voilà. Monsieur Bennett. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le plus jeune homme a eu l'air embarrassé. Nous essayons de vous joindre depuis des jours. Votre fille est morte d'inquiétude. Harold lui a adressé un sourire contrit. J'imagine. Le deuxième homme a jeté un regard vers moi. Puis vers Harold. La réunion du conseil a déjà été reportée. Réunion du conseil? J'ai regardé d'un visage à l'autre. Harold s'est levé lentement. Il s'est tourné vers moi avec une expression entre gratitude et regret. J'ai peur de ne pas avoir été entièrement honnête. Vous avez dit que quelqu'un avait volé votre portefeuille. C'est vrai. Vous avez dit que vous voyagiez seul. C'est vrai. Alors, a-t-il souri gentiment. J'ai simplement oublié de mentionner que ma famille possède Bennett Industrial. Je l'ai fixé. Tout le monde en Indiana connaissait ce nom. Usine, bourse d'études, hôpitaux, des milliers d'employés. Le vieux monsieur tranquille assis dans la cuisine de ma mère n'était pas seulement riche. C'était l'un des hommes d'affaires les plus respectés de tout l'État. Il m'a regardé de la même façon qu'à la gare routière. Ni fier, ni embarrassé, juste sincère. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je ne suis pas venu ici pour changer votre vie avec de l'argent. Il a fait une pause. Je suis venu vous demander si vous me permettrez de vous aider à récupérer votre vie. Je n'ai pas répondu tout de suite à Harold. Non pas parce que je n'étais pas reconnaissante, mais parce que j'avais peur. J'avais passé les 2 dernières semaines à apprendre ce que cela faisait d'avoir le sol qui disparaît sous ses pieds. Quand quelque chose d'incroyable atterrissait devant moi. Tous mes instincts me disaient de le remettre en question. Je n'ai pas besoin de charité. Ai-je fini par dire. Harold a souri. Presque comme s'il s'attendait à cette réponse. Je ne vous respecterais pas si c'était le cas. Il a regardé autour de la modeste cuisine de ma mère avant de continuer, ma femme disait que les personnes les plus difficiles à aider sont celles qui le méritent le plus. Maman a ri doucement. Votre femme aurait parfaitement sa place ici. Harold a ri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Oh. Margaret aurait adoré cette cuisine. Ce petit moment a brisé la tension. Puis Harold a sorti un dossier en cuir et a fait glisser une carte de visite sur la table. Pas un chèque,
pas d'argent liquide, juste un nom, Richard Ham, consultant financier judiciaire. J'aimerais que vous rencontriez quelqu'un, a dit Harold. Vous déciderez de ce qui se passe ensuite. J'ai regardé maman. Elle a fait le plus petit hochement de tête. D'accord. 2 jours plus tard. Je me suis retrouvé assise dans une salle de conférence donnant sur le centre d'Indianapolis. Richard Ham ressemblait plus à un comptable à la retraite qu'à quelqu'un qui démêlait des crimes. Financier. Veste de sport grise, lunettes de lecture. Mug de café qui disait « le meilleur grand-père moyen du monde ». Il a souri chaleureusement. Claire? M. Bennett m'a demandé d'examiner vos dossiers. Je ne veux pas que quiconque fasse quoi que ce soit d'illégal. Il a presque eu l'air offensé. Ma chère. J'ai passé 40 ans à mettre des gens en prison pour des actes illégaux. Cela m'a valu mon premier vrai rire depuis des semaines. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons étalé des documents sur la table de conférence. Relevés bancaires, documents hypothécaires, formulaire d'admission à l'hôpital. Relevé de retraite. Richard parlait rarement. Il se contentait de surligner des dates avec un marqueur jaune. Enfin, il s'est adossé. Ce n'était pas impulsif. Je sais. Non. Il a tapoté la chronologie. Je veux dire? Cela a commencé il y a presque 9 mois. 9. Il a hoché la tête. Le premier transfert suspect a eu lieu 3 jours après que vous avez annoncé la grossesse en ligne. La pièce m'a soudain paru plus petite. Je me souvenais parfaitement de cette soirée. Nous avions fêté cela avec un barbecue de City Barbecue. J'avais posté une photo d'échographie sur Facebook. Ethan avait trinqué avec du cidre pétillant parce que je ne pouvais pas boire de vin. Apparemment, cette même semaine, il avait ouvert un compte professionnel séparé. Au cours du mois suivant, d'autres personnes ont discrètement rejoint l'enquête. Un avocat spécialisé dans les titres à la retraite, un spécialiste des documents numériques. Suzanne Keller. Personne ne nous a promis que nous gagnerions. Cela m'a en fait leur faire davantage confiance. Chaque réunion se terminait de la même façon. Il nous faut une autre pièce. Nous sommes proches. Ne précipitez rien. C'était frustrant. Certains matins, je voulais crier. Au lieu de cela, je pliais le linge de bébé, changeais les couches. Apprenais à calmer les coliques de Lily tout en répondant à des questions sur les virements. La vie est devenue étrangement divisée entre la maternité et la paperasse juridique. Un après-midi. Richard a appelé. J'ai besoin de vous en centre-ville. Sa voix semblait inhabituellement sérieuse. Quand je suis arrivé, il a projeté une chronologie sur un grand écran. Des lignes colorées reliaient des dizaines de transactions. Rouge, bleu, vert. Voici ce que votre mari a réellement fait. A-t-il dit doucement. Il avait lentement transféré de l'argent vers des comptes d'investissement fictifs. Pris des prêts sur des actifs dont je n'avais jamais connu l'existence. Caché des pertes auprès d'anciens clients. Utilisé nos économies de retraite pour couvrir ces pertes. Vendu la maison pour empêcher les créanciers de trouver des fonds propres. L'aventure? Richard a presque eu l'air agacé. Honnêtement, Claire, la maîtresse était probablement la moindre erreur coûteuse qu'il ait faite. J'ai fixé l'écran. Pendant des mois. J'avais imaginé Ethan détruisant notre mariage parce qu'il aimait quelqu'un d'autre. Maintenant, je réalisais quelque chose de encore plus laid, il aimait l'argent plus que nous deux. Harold appelait tous les dimanches soirs, jamais pour demander des nouvelles du procès. Jamais pour discuter des preuves, seulement pour poser une question. Comment va Lily? Parfois il faisait des grimaces ridicules en appel vidéo. Ma fille riait.
Il souriait comme s'il avait gagné à la loterie. Un dimanche, il a annoncé fièrement qu'il avait appris à installer un siège auto. Sa fille apparemment ne lui faisait pas confiance. Je l'ai installé à l'envers. J'ai ri. Je me demandais pourquoi le bébé avait l'air si surpris. Même maman a ri de cela. Ces petites conversations me rappelaient que tous les hommes âgés ne disparaissaient pas quand la vie devenait inconfortable. Certains restaient. Début octobre. Nous pensions avoir assez de preuves pour demander une ordonnance d'urgence gelant les actifs restants d'Ethan. Suzanne m'a mise en garde contre toute célébration. Le juge pourrait en vouloir davantage. Je comprenais. Pas vraiment. Je suis entré à l'audience convaincu que la justice arrivait enfin. 43 minutes plus tard, nous avons perdu. Le juge a refusé la demande d'urgence. Non pas parce qu'il croyait Ethan, mais parce que les preuves, bien que troublantes, n'étaient pas assez complètes pour cette ordonnance spécifique. Devant le palais de justice, des journalistes entouraient Ethan. Il souriait. Il souriait vraiment. J'ai toujours cru que la vérité finirait par éclater. Leur a-t-il dit. Je me tenais à 6 mètres, tenant la mallette de mon avocate pendant que les photographes prenaient des photos. Pour quiconque regardait, cela ressemblait probablement à ce qu'il avait gagné. Le trajet de retour vers Bloomington a été la plus longue heure de ma vie. Personne n'a parlé. La pluie tapotait doucement contre le pare-brise. À mi-chemin, j'ai murmuré. Et si c'était terminé? Suzanne a gardé les yeux sur la route. Ce n'est pas le cas. Et s'il s'en sortait avec tout? Elle n'a pas répondu parce qu'elle ne pouvait pas honnêtement promettre le contraire. Cette nuit-là, après que maman soit allée se coucher et que Lily soit enfin endormie, je suis resté seul sur le porche arrière. L'air d'octobre portait l'odeur des feuilles mortes. Harold est sorti discrètement en tenant 2 tasses de chocolat chaud. J'ai deviné que vous ne dormiriez pas. Je me sens stupide. Vous ne l'êtes pas. Je lui ai fait confiance. Vous l'aimiez. Même chose. Non. Il m'a tendu une tasse. Ce sont 2 choses très différentes. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Enfin, j'ai dit les mots que j'essayais de ne pas penser. Peut-être que je devrais arrêter. Il a eu l'air sincèrement confus. Arrêter quoi? Le procès. L'enquête? Tout. Je suis fatigué. Harold a hoché lentement la tête. Je sais. Puis il a dit quelque chose de si simple que je ne l'ai jamais oublié, Claire. Si vous abandonnez parce que vous êtes épuisé, il passera le reste de sa vie à croire que les gens bien finissent toujours par lâcher. J'ai fixé ma tasse. Je ne sais pas si je suis assez forte. Il a souri. J'ai enterré l'amour de ma vie. Je vous promets que la force n'est pas quelque chose avec lequel on se réveille. C'est quelque chose que l'on découvre parce qu'abandonner fait encore plus mal. 3 soirs plus tard. Suzanne a appelé. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin à la 1re heure? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui. Bon ou mauvais? Je ne sais pas encore. Le lendemain matin, une femme était déjà assise dans la salle de conférence de Suzanne. Maquillage parfait, sac à main de créateur, yeux rouges. Je l'ai reconnue immédiatement d'après les photos. Vanessa, la petite amie d'Ethan. Elle s'est levée maladroitement. Je ne suis pas ici parce que je suis une bonne personne. J'ai apprécié l'honnêteté. Je suis ici parce qu'Ethan m'a menti à moi aussi.
Personne n'a parlé. Elle a lentement placé une clé USB sur la table, puis une autre, puis une épaisse enveloppe. Je pensais qu'il était divorcé. Il m'a dit que votre mariage s'était terminé il y a des années. Elle a dégluti difficilement. Il m'a aussi convaincu d'investir près de 400 000 $. Suzanne a levé les yeux brusquement. Quoi? Vanessa a hoché la tête. Il m'a volé ça aussi. Dans l'enveloppe se trouvaient des emails imprimés, des confirmations de virement. Des contrats de propriété, des enregistrements vocaux. Même des notes manuscrites qu'Ethan avait prises pendant les réunions. Richard a feuilleté les premières douzaines de pages, puis les suivantes. Ses sourcils montaient de plus en plus haut. Enfin, il a regardé Suzanne, puis moi. Un lent sourire s'est étendu sur son visage. Pour la première fois. A-t-il dit doucement. Je pense que nous avons enfin tout. Le palais de justice du comté de Hamilton n'avait jamais paru aussi intimidant. J'avais travaillé dans des hôpitaux pendant plus de 20 ans. Je pouvais rester calme pendant les accouchements d'urgence. Réconforter des familles effrayées et prendre des décisions de vie ou de mort sans paniquer. Mais en franchissant ces portes ce matin-là, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le sac à langer de Lily. Elle avait 4 mois à ce moment-là. Mâchouillant joyeusement le coin d'un jouet de dentition comme si c'était un mardi ordinaire. Je l'enviais. Dehors, des camionnettes de télévision bordaient le trottoir. La plupart n'étaient pas là à cause de mon divorce. Elles étaient là parce que la nouvelle s'était répandue que des enquêteurs fédéraux avaient commencé à examiner plusieurs comptes d'investissement d'Ethan. Apparemment, une fois qu'un fil commence à se défaire, beaucoup de gens réalisent qu'ils tenaient le même pull. Suzanne s'est penchée vers moi avant que nous entrions dans la salle d'audience. Une dernière chose. Quoi? Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ne réagissez pas à Ethan. Je ne le ferai pas. Je suis sérieuse. Je sais. Il va probablement essayer. Elle avait raison. Au moment où Ethan est entré, il a souri. Pas chaleureusement, pas tristement. Le genre de sourire que porte quelqu'un convaincu d'être encore la personne la plus intelligente de la pièce. Il avait l'air plus mince que dans mon souvenir. Son coûteux costume marine avait probablement coûté plus que ma première voiture. Vanessa est arrivée quelques minutes plus tard avec son propre avocat. Elle n'a même pas regardé Ethan. Il l'a remarqué. Son sourire s'est légèrement effacé. Cette petite fissure m'a donné plus d'assurance que je ne l'aurais cru. L'audience a duré presque 6 heures. Au début, cela semblait douloureusement ordinaire. Arguments juridiques, motions procédurales, questions sur les registres de propriété, date, virement, dépôt d'entreprise. Puis Richard m'a témoigné. Le regarder témoigner m'a rappelé pourquoi Harold lui faisait confiance. Il n'était pas dramatique. Il n'était pas en colère. Il expliquait simplement les chiffres, un graphique à la fois. Ce transfert a eu lieu le 14 janvier. Ce compte a été ouvert sans la connaissance de Madame Whitmore. Les fonds ont transité par 3 entités distinctes avant de revenir sous le contrôle de M. Whitmore. Même le juge s'est penché en avant. Richard n'exagérait jamais. Il n'en avait pas besoin. Les faits sont persuasifs quand ils sont organisés. Ensuite est venu le directeur de la société de titres. Elle a admis qu'Ethan avait insisté pour gérer presque toute la communication lui-même. Il avait affirmé que je me remettais de complications de grossesse et que je ne voulais pas être dérangé. Avez-vous déjà parlé personnellement à Madame Whitmore? A demandé Suzanne. Non. Avez-vous déjà vérifié son identité? Nous nous sommes basés sur des documents notariés. Ces documents ont-ils ensuite été déterminés comme contenant des signatures falsifiées? Oui.
La salle d'audience est devenue nettement plus silencieuse. La directrice avait l'air sincèrement embarrassée. J'aurais aimé que nous le remarquions. Je crois que vous le regrettez, a répondu Suzanne. Pas de grandiloquence. Juste la vérité. À l'heure du déjeuner, Ethan avait l'air mal à l'aise pour la première fois, pas effrayé. Juste irrité, comme si la journée ne se déroulait pas selon le planning. Puis le détective Mark Ellison a témoigné. Il a expliqué que son unité des crimes financiers avait commencé à examiner de multiples plaintes concernant la pratique d'investissement d'Ethan. D'anciens clients, des fonds de retraite, des comptes mal représentés. Le juge a haussé un sourcil. Cette enquête est en cours. Oui. Votre honneur. Indépendante des procédures d'aujourd'hui. Exact. Ethan a murmuré quelque chose d'urgent à son avocat. Son avocat n'a pas murmuré en retour. Après une courte suspension, Suzanne a appelé Vanessa. Elle s'est dirigée lentement vers le banc des témoins. Pendant une brève seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Elle avait l'air épuisée. L'assurance polie que j'avais vue sur d'anciennes photos de réseaux sociaux avait disparu. Elle a répondu à chaque question directement. M. Whitmore vous a-t-il dit qu'il était divorcé? Oui. L'avez-vous cru? Oui. Pourquoi? Il m'a montré des documents. Suzanne a levé un document. Étaient-ce ces documents? Oui. Richard a confirmé plus tard qu'ils avaient été fabriqués. Vanessa a pris une lente inspiration. Je n'avais pas d'aventure avec un homme marié. Elle a jeté un regard vers moi pour la première fois. J'étais moi aussi victime de mensonges. La salle est restée silencieuse. Elle a continué. Il m'a convaincu d'investir presque 400 000 $ dans ce qu'il appelait une opportunité privée. Avez-vous jamais récupéré ces fonds? Non. Quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Le jour où j'ai appris que Claire pensait encore être heureusement mariée. On pouvait presque entendre les gens remuer sur leur siège. Non pas parce que Vanessa était devenue une héroïne, mais parce que tout le monde comprenait soudain le schéma d'Ethan. Différents mensonges, même victime. Suzanne a demandé l'autorisation de diffuser un dernier enregistrement. Le juge a accepté. La voix d'Ethan lui-même a rempli la salle d'audience. Claire, calme, confiante. Une fois que la maison sera vendue, tout le reste deviendra plus facile. Une autre voix. Celle de Vanessa, est claire? Ethan a ri. Elle signe tout ce que je mets devant elle. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a parlé. Pas même Ethan. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air sincèrement effrayé. Le juge a appelé une autre suspension. Pendant que tout le monde sortait dans le couloir, Harold s'est assis discrètement à côté de moi. Il n'avait pas beaucoup parlé de la journée. Enfin, il a souri. Ça va? Je pense que oui. Vous savez. Il a regardé Lily, qui dormait paisiblement dans les bras de maman. J'ai assisté à des centaines de réunions du conseil. C'est bien plus stressant. J'ai ri. Je pensais que les cadres riches ne devenaient pas nerveux. Oh, Claire, a-t-il souri. Nous sommes des professionnels. Nous faisons simplement mieux semblant. Cette petite blague a d'une manière ou d'une autre desserré le nœud dans ma poitrine. Quand l'audience a repris, l'avocat d'Ethan a surpris tout le monde. Il a demandé un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles preuves soumises. Suzanne a objecté. Le juge a refusé la demande.
Les preuves avaient été correctement divulguées. Puis il s'est tourné vers Ethan. Monsieur Whitmore. Vous restez sous serment. Le juge a posé lui-même plusieurs questions. Des questions simples, directes. Où sont allés les produits de la vente? Pourquoi les signatures étaient-elles incohérentes? Pourquoi plusieurs comptes ont-ils reçu des transferts identiques? Ethan répondait de moins en moins. Plusieurs fois il a simplement dit, sur conseil de mon avocat. Finalement, le juge a hoché la tête. Je comprends. Il comprenait plus qu'Ethan ne le réalisait. Vers la fin de l'audience, le juge a regardé vers Suzanne. Votre cliente souhaite-t-elle faire une déclaration? Suzanne s'est tournée vers moi une seule fois. Pas de mots, juste un petit hochement de tête. Je me suis levé lentement. Tous les yeux dans la salle d'audience me suivaient. J'ai regardé Ethan, puis Lily, endormie contre l'épaule de ma mère. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment. J'avais répété des discours en colère dans ma tête, pensé à exposer chaque mensonge. Au lieu de cela, rien de tout cela ne semblait plus important. J'ai pris une respiration régulière. Le jour où notre fille est née, j'ai fait une pause. Vous pensiez que j'avais tout perdu. J'ai regardé Lily à nouveau. La vérité, c'est qu'elle était la seule chose qui valait la peine d'être gardée. J'ai laissé le silence s'installer avant de terminer. Tout le reste était remplaçable. Pas d'applaudissements, pas de halètement dramatique, juste un silence. Le genre qui remplit une salle quand tout le monde sait déjà quel devrait être le bon résultat. Le juge a ajusté ses lunettes et a commencé à lire ses conclusions. Il a statué que des preuves substantielles soutenaient les allégations de Claire de fraude, falsification et inconduite financière. Il a autorisé une vaste découverte financière. Émis des ordonnances préservant les actifs contestés restants et renvoyé des preuves Cléo. Autorité pénale compétente pour enquête complémentaire. Ethan est resté immobile. L'assurance qu'il avait apportée dans la salle d'audience avait disparu. Quand l'audience s'est terminée, 2 enquêteurs attendant dehors se sont approchés de son avocat et lui ont discrètement demandé de parler à Ethan concernant l'enquête en cours sur la fraude. Je ne suis pas resté pour regarder. Il n'y avait plus rien à prouver. Alors que nous marchions vers le parking, maman berçait doucement Lily, qui venait de se réveiller de sa sieste. Harold m'a rattrapé. Alors? A-t-il demandé avec un sourire. Et si on fêtait ça? J'ai ri. Avec du champagne? Il a eu l'air horrifié. Jeune fille, il a jeté un regard à Lily. Je pensais à des pancakes. Pour la première fois depuis des mois. L'avenir semblait plus doux que le passé. Les gens supposent parfois qu'une fois que l'on gagne au tribunal, la vie redevient soudain facile. Ce n'est pas le cas. Les ordonnances du tribunal ne bordent pas un bébé dans son lit. Elles ne guérissent pas la trahison. Elles n'effacent pas l'habitude de tendre la main vers un téléphone avant de se souvenir qu'il n'y a plus personne à appeler. La vraie vie continue. Vous aussi. Au printemps suivant, Lily s'asseyait toute seule et essayait de ramper sur le tapis du salon de ma mère. Chaque matin, elle émettait un petit grognement déterminé, avançait de 5 centimètres. Puis roulait sur le dos, offensée que la gravité existe. Maman et moi applaudissions quand même. C'est ma petite fille. Elle riait aussi, trop têtue pour abandonner. Je souriais chaque fois qu'elle disait cela. Peut-être que Lily tenait cela des 2 côtés de la famille. Mais elle ne garderait que les bonnes parties. Le processus judiciaire s'est étiré sur des mois. Le divorce lui-même a été finalisé en premier. Puis sont venus les règlements financiers. Richard et Suzanne m'avaient mis en garde contre l'attente de miracles. Ils avaient raison. Une partie de l'argent avait disparu pour toujours.
Ethan avait brûlé d'énormes sommes en essayant de cacher d'anciennes pertes d'investissement bien avant que je découvre ce qu'il faisait. Néanmoins, le tribunal a ordonné une restitution substantielle sur les actifs restants. L'assurance a récupéré une partie de nos économies de retraite en raison de la fraude documentée. Plusieurs comptes gelés m'ont finalement été restitués. Ce n'était pas tout, mais c'était assez. Assez pour louer une petite maison en ville à Fisher. Seulement 15 minutes de l'hôpital où j'avais travaillé pendant des années. La première nuit où Lily et moi y avons dormi, l'endroit résonnait. Pas de photos au mur, pas de table de salle à manger, juste des meubles empruntés. Un berceau et 2 chaises de jardin pliantes dans le salon. Maman a regardé autour d'elle et a souri. Tu sais quoi? Quoi? Ça fait déjà plus paisible que cette grande maison ne l'a jamais été. Elle avait raison. La maison n'avait jamais été une question de mètres carrés. J'avais simplement oublié cela pendant un moment. La vie d'Ethan est allée dans la direction opposée. Les régulateurs de l'État ont suspendu ses licences financières. Plusieurs anciens clients ont déposé des plaintes civiles après avoir appris l'enquête. Le procureur du comté l'a finalement inculpé de multiples chefs d'accusation liés à la fraude et à la falsification. Je n'étais pas dans la salle d'audience quand l'affaire pénale a commencé. Je ne voulais pas y être. Suzanne a appelé ensuite. Il a accepté la responsabilité de certaines accusations dans le cadre d'un accord de plaidoyer. J'ai fermé les yeux. Combien de temps? La condamnation viendra plus tard. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis retourné donner de la purée de patates douces à la cuillère à Lily. Étrangement, cela semblait bien plus important. Vanessa m'a écrit une lettre, pas un email, une vraie lettre manuscrite. Elle est arrivée environ 3 semaines après la finalisation du divorce. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, j'ai fait du café, je me suis assise sur le porche arrière et j'ai lu chaque mot. Elle ne demandait pas le pardon. Elle ne le méritait pas. Elle admettait simplement qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme parce qu'elle avait voulu croire aux promesses d'Ethan. Elle avait vendu son condominium pour investir avec lui. Elle avait presque tout perdu. Elle reconstruisait sa propre vie en travaillant à plein temps et en aidant les enquêteurs chaque fois qu'ils le demandaient. Le dernier paragraphe est resté avec moi. Je ne peux pas défaire ce que j'ai contribué à vous faire subir. J'espère simplement qu'un jour, votre fille grandira en croyant qu'il y a plus de personnes honnêtes que de malhonnêtes. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que porter de la colère pour toujours aurait signifié qu'Ethan m'avait volé autre chose. Je n'étais pas prête à lui donner cela. Harold est devenu une partie régulière de nos vies. Chaque dimanche après-midi. Il arrivait dans le même vieux pick-up qu'il avait insisté pour acheter après sa vraie retraite. Son équipe de sécurité le détestait. Lui l'adorait. Un après-midi, je lui ai demandé pourquoi il ne conduisait plus l'une de ses voitures de luxe. Il a souri. Ce camion rentre dans les places de parking des épiceries. Point juste. Il étendait une couverture dans mon petit jardin et passait des heures à faire des bruits d'animaux. Ridicule pendant que Lily riait si fort qu'elle avait le hoquet. Il n'essayait pas de remplacer le grand-père qu'elle ne connaîtrait jamais. Il était simplement lui-même. Cela s'est avéré plus que suffisant. Un dimanche. Il est arrivé avec un petit dossier bleu. J'ai quelque chose pour toi. Si c'est de l'argent, je le rends. Il a ri. Je savais que tu dirais ça. À l'intérieur se trouvaient des documents établissant une fiducie éducative pour Lily. Les fonds ne pouvaient pas être touchés avant qu'elle atteigne l'âge universitaire. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Harold. Ce n'est pas de la charité. Il a doucement fermé le dossier.
C'est quelque chose que Margaret et moi voulions faire pour les enfants bien avant qu'elle ne nous quitte. Tu m'as simplement rappelé de ne pas arrêter de croire aux gens. Je l'ai serré dans mes bras avant de réfléchir. Il a maladroitement tapoté mon épaule. Je n'ai jamais été très doué pour les câlins. Ai-je remarqué? Cet été-là, je suis retourné travailler à temps partiel en salle d'accouchement. Revenir à l'hôpital était étrange. Les infirmières se sont rassemblées autour de la poussette de Lily lors de ma première visite. Il y a eu des câlins, des cookies faits maison, bien trop de ballons. Mon amie Denise m'a regardé et a dit exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Tu sais quoi? Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a tout perdu. J'y ai pensé en enfilant ma tenue. Elle avait raison. Je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu un mariage construit sur des mensonges. J'avais perdu une belle maison. J'avais perdu de l'argent. Mais j'avais découvert qui resterait à mes côtés quand tout cela disparaîtrait, maman, Suzanne. Richard, Harold. De vieux amis qui arrivaient discrètement avec des casseroles et des couches sans poser de questions. Ces personnes sont devenues la fondation qu'Ethan ne pourrait jamais prendre. Environ un an après mon arrivée chez ma mère avec Lily. Nous sommes passés devant mon ancien quartier en rentrant d'une fête d'anniversaire. La maison coloniale blanche était toujours là. Aménagement paysager frais, nouveaux volets, vélos d'enfants appuyés contre le garage. Une jeune famille en avait fait son foyer. Lily a pointé du doigt par la fenêtre de la voiture. Maison. J'ai souri. Oui. Elle n'avait aucune idée qu'elle y était née, et elle n'avait pas besoin de le savoir. Ce chapitre m'appartenait, pas à elle. J'ai continué à conduire sans ralentir, sans me demander ce qui aurait pu être, sans avoir mal. En y repensant maintenant. Je ne pense pas que l'achat de ce billet de bus ait changé ma vie parce que Harold était riche. Je pense qu'il a changé ma vie parce qu'il m'a rappelé qui je voulais être au moment exact où j'avais toutes les excuses pour devenir amer. Ethan croyait que le monde appartenait à ceux qui mentaient, manipulaient et prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Il avait tort. Au final, il a perdu bien plus qu'un procès. Il a perdu la chance de voir sa fille grandir entourée d'honnêteté, de rire et de personnes qui s'aimaient sans condition. Quant à moi, j'ai enfin compris quelque chose que mon père disait, une maison vous donne un abri. Les personnes à l'intérieur en font un foyer. Il m'a fallu en perdre une pour trouver l'autre. Si vous avez déjà dû reconstruire votre vie après que quelqu'un ait trahi votre confiance, j'espère que vous n'oublierez jamais que la guérison ne se produit pas d'un coup. Elle arrive un jour honnête à la fois. Merci d'avoir passé une partie de votre journée avec moi. Et j'espère que demain vous apportera quelque chose qui vaut la peine d'être souri.